Salut à tous, c'est Cédric, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très spéciale, je suis dans de nouveaux locaux et je suis pas tout seul. C'est la toute première fois que je fais une vidéo, on va dire un peu interview, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis ici. Vous le savez que moi je faisais une vraie cible et une vraie stratégie autour des petites surfaces, autour des locataires type étudiants, jeunes actifs, et aujourd'hui je suis dans les locaux de Studapart avec Benjamin qui est membre de Studapart et ça fait quelques temps qu'on commence à travailler ensemble autour de projets en commun et je vais laisser la parole à Benjamin qui va se présenter, vous allez comprendre un petit peu pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Je t'en prie Benjamin, ravi que tu sois à mes côtés. Super, moi aussi, bonjour à tous. Du coup moi je suis Benjamin, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe Studapart. Ouais. Avec l'ambition de développer et d'animer notre communauté d'utilisateurs propriétaires. À premier abord, c'est un petit peu vague, donc pour un petit peu plus détailler, je suis plutôt en lien avec tout ce qui est gros propriétaires. Et très rapidement, en fait, quand on s'est tourné vers les propriétaires particuliers, on s'est rendu compte qu'au sein de cette communauté, on pouvait facilement dissocier deux types de propriétaires. Plutôt une partie qui s'accommodait très bien des outils qui a été mis à leur disposition aujourd'hui et qui avait plutôt un petit peu un fonctionnement à l'ancienne, et plutôt toute une autre partie d'investisseurs propriétaires qui eux étaient à la recherche d'outils pour leur simplifier un petit peu leur location et leur vie de propriétaire. Personnellement chez Studapart, on se sent plus proche de cette deuxième partie qui ont cette volonté de dépoussiérer justement la location moyenne et longue durée. Et ça, excuse-moi, je te coupe 30 secondes, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je vous en ai souvent parlé sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on est sur vraiment une stratégie de location aujourd'hui qui évolue, notamment sur le meublé. On a beaucoup de personnes qui sont un peu à l'ancienne, je vous le dis souvent avec les meubles de la grand-mère, les choses comme ça, et je vous le dis de mettre souvent on va dire un bien un peu plus moderne avec des équipements un peu plus au goût du jour et qui permet un peu de moderniser tout ça et d'utiliser un petit peu la stratégie de location un peu comme un business. Et là ça va un petit peu dans ce sens-là, c'est notamment pour ça qu'on travaille ensemble. Et, c'est clair. Et donc c'est hyper intéressant en tout cas de pouvoir être là ensemble aujourd'hui. C'est clair. Et du coup pour Studapart, juste pour dire quelques mots, Studapart c'est une start-up qui a été créée du coup il y a 4 ans, en 2015 par Alexandre et Amaury qui a été étudiant à l'époque et qui, ne venant pas de Paris, ont été confrontés hyper tôt à la recherche de logement et à la galère que c'est de trouver un appart sur Paris. Du coup, ils ont vu en tout cas une opportunité dans ce business et ils ont eu une approche un petit peu particulière puisqu'ils ont plutôt eu la volonté d'aller toquer à la porte des écoles et des universités françaises pour voir si ils avaient besoin justement d'un accompagnement, en tout cas pour leurs étudiants, sur cette verticale du logement. Apparemment, effectivement, ils avaient besoin d'un accompagnement puisque cette solution en marque blanche, c'est-à-dire de mettre à leur disposition une plateforme logement au code couleur de l'école avec l'URL au nom de l'école a vachement plu. Sur ces plateformes, on peut retrouver du coup des offres de logement, de propriétaires, de résidences étudiantes et d'agences immobilières. Et du coup, ce concept aujourd'hui, c'est plus de 160 écoles et universités partenaires. Une équipe de 40 personnes et toujours la même volonté de moderniser en tout cas la location moyenne et longue durée en France. Il y a une vraie vision, franchement je trouve ça super cool pour rencontrer un petit peu tout le monde ici. Et c'est vrai que c'est vraiment, il y a une vraie vision de la location étudiante et on va dire même au-delà de ça presque même du meublé. Alors le but de cette vidéo c'est évidemment de faire découvrir Studapart qui est pour moi une société avec une vraie vision comme je vous le disais. Mais l'idée c'est d'être un peu plus global sur le thème de la location étudiante, autour de l'étudiant, et pour ça la première question qu'on va se poser ensemble et c'est là-dessus qu'on va débattre, c'est le profil de l'étudiant. Qui est l'étudiant aujourd'hui et un petit peu quelle est votre vision ici à Studapart. Et Benjamin, du coup tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça, on va échanger un petit peu nos points de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qui est l'étudiant aujourd'hui là en 2019 en France? C'est ça, du coup nous forcément les locataires avec qui on a le plus d'échanges c'est plutôt les 18-28 ans. Forcément. Et les 18-28 ans, effectivement, ont certaines particularités. La première, je dirais, c'est que c'est déjà des jeunes en hypermobilité. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé aujourd'hui. C'est clair, et en tout cas pour tous les propriétaires qui faisaient de la location étudiante depuis un certain temps, ils ont dû se rendre compte que aujourd'hui, les étudiants ont vraiment changé. L'étudiant qui reste 4 ans dans son logement, ça n'existe. Exactement, ça n'existe quasiment plus et ça tend à... Est-ce que tu as les chiffres un petit peu aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une moyenne Alors l'étudiant aujourd'hui... En moyenne, encore une fois. C'est ça, l'étudiant il change de logement entre 3 et 10 fois pendant son cursus universitaire. Et en moyenne, il reste 7 mois et demi dans son logement. Donc c'est une vraie différence quoi.
C'est une énorme différence et c'est tout simple, c'est dû à la stratégie qu'adoptent les écoles et les universités et ça c'est vraiment quelque chose qui est relativement global et qui n'est pas propre aux écoles privées ou aux établissements publics. C'est tout simple, c'est que dans leur business model, pour avoir le plus de revenus possible, il faut qu'ils accueillent le plus d'étudiants possible. Forcément. Naturellement, pour les écoles privées, en fait, c'est par les frais de scolarité. Et pour les écoles et pour les universités, elles ont des subventions qui sont calculées en fonction du nombre d'étudiants que l'établissement accueille. N'ayant pas des campus extensibles, forcément ils ont été obligés de raccourcir les cursus justement pour accueillir le plus d'étudiants. Donc aujourd'hui on est dans une situation où effectivement l'étudiant il va être 6 mois sur son campus, 6 mois après il fera une expérience scolaire à Shanghai, puis après il partira 6 mois à la Défense pour faire un stage, ce qui fait qu'il y a un turnover important et c'est quelque chose qui impacte forcément le propriétaire. Bien sûr, les logements en fait, on se retrouve dans une stratégie qui serait presque une stratégie finalement qui est presque plus de la location long terme, mais de la location on va dire qu'on va appeler moyenne durée quoi, un petit peu. Exactement. Qui peut être une vraie stratégie par rapport à ces étudiants là. Et est-ce que ça aussi, ça engendre le fait qu'un étudiant, au niveau des cycles, on sait qu'on parle toujours des rentrées scolaires, est-ce que peut y avoir des cycles qui peuvent être différents? Parce que s'il reste quelques mois, est-ce qu'on peut avoir une autre vague, je te dis n'importe quoi, en janvier, en février? C'est clair. Et d'ailleurs, le meilleur exemple à ce niveau-là, c'est l'arrivée des summer sessions dans les établissements. Donc pendant l'été, les établissements, ils ont dorénavant vocation à accueillir des étudiants, principalement des étudiants internationaux, pour justement maximiser leur campus en quelque sorte et accueillir effectivement des étudiants tout au long de l'année. Donc là où avant il restait 4 ans, aujourd'hui il y a un flux d'étudiants et des arrivées d'étudiants tout au long de l'année dans les villes. Ce qui permet en tout cas de compenser cette durée qui s'est raccourcie, en tout cas cette durée de location qui s'est raccourcie. Ok, donc ça c'est super intéressant. Cette notion d'hypermobilité, les délais qui sont un petit peu différents, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'il y a un autre point sur l'étudiant actuel, l'étudiant de 2019, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu voudrais appuyer? C'est clair et je pense que c'est quelque chose qui est vachement identifiable par tous en tout cas. Je sais ce que tu vas dire, on va pas se mentir, j'avais un peu préparé la question, mais vas-y. C'est le fait que tu es face à des locataires et même des profils qui sont ultra digitalisés. C'est des générations qui ont baigné dans le numérique, qui connaissent le numérique sur le bout des doigts. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est sur un des seuls marchés où il y a un tel écart entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, tu es quand même sur un schéma où le multipropriétaire moyen, il a plus de 65 ans. Et en fait, il s'adresse à un jeune de 20 ans qui consomme sur des applications comme Uber, comme Airbnb et qui en fait est toute la journée scotché sur Snapchat, sur Instagram. Donc bien entendu que cet écart, ce choc générationnel, il est bien à prendre en compte parce que ça demande un travail d'adaptation autant pour le propriétaire que pour le locataire. Nous, on sait que sur notre équipe support, on leur rappelle malgré tout que le propriétaire, il est peut-être pas autant collé sur leur portable qu'eux, il répond pas forcément à la seconde et que c'est des choses à prendre en compte. Mais pour le propriétaire, faut bien avoir en tête en tout cas que il est face à un jeune qui tout simplement est né dans le numérique et qui a des habitudes différentes des siennes. Mais ça c'est intéressant parce qu'on n'en parle quasiment jamais. C'est vrai qu'il peut y avoir une vraie différence propriétaire-locataire d'un sens comme de l'autre et c'est bien aussi d'adapter son discours, vous en tant que propriétaire. Et là aujourd'hui sur Studapart, on va en reparler un petit peu du fonctionnement et tout. Et ça crée vraiment en fait une solution propre justement un peu pour réduire cet écart par rapport au support. C'est clair que notre équipe support, en tout cas, du coup, on a une équipe support qui est dédiée aux locataires. Du coup, qui est forcément très aidante pour elles parce qu'on les accompagne justement dans leur recherche de logement et c'est un moment vraiment pénible pour eux où en tout cas ils prennent pas de plaisir et en plus de ça c'est des profils novices dans la location et de l'autre côté effectivement tout ce support propriétaire est vachement valorisé justement par notre communauté parce que on peut déjà permettre de faire le lien avec l'étudiant mais aussi on peut leur permettre de mieux comprendre la cible à laquelle ils s'adressent et puis aussi leur donner des conseils justement sur tout ce qui est logement. Un petit peu les codes en fait de fonctionnement entre les uns et les autres. C'est vrai que ça fait souvent défaut. Exactement. Enfin après je pense qu'on va parler justement de ce que recherche l'étudiant et ça rentre un petit peu dans tout cet aspect conseil qu'on peut avoir auprès des direct. Du coup, qu'est-ce que aujourd'hui sur la recherche de l'étudiant parce que ça c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui? Ça peut être un lieu, ça peut être je sais pas un type de bien. Enfin voilà, comment vous voyez les choses ici chez Studapart?
Alors, c'est intéressant par rapport à votre retour. C'est clair, c'est clair. Nous, il y a 3 points bien définis, en tout cas, qu'on remarque et qui est important dans la recherche de logement d'un locataire. Le premier point, c'est la localisation. Ça, c'est évident. Et je pense que, en tout cas, même pour un propriétaire qui a déjà investi dans l'optique de faire du logement étudiant, de la location étudiante, et ben, il a accordé forcément beaucoup d'importance à la localisation. C'est primordial. Exactement. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 types de localisation pour 3 types de profils et qu'on peut adapter au final à 3 types de stratégies locatives pour un investisseur, pour un propriétaire. Le premier point, c'est les premières années, les étudiants en première année. Donc ceux qui arrivent là, ils sont là. Exactement. C'est souvent quoi? C'est souvent leurs parents qui cherchent un petit peu. C'est quoi un petit peu? Exactement. Bah, t'as totalement raison. Aujourd'hui, c'est des profils qui ont 18 ans, 19 ans, première expérience hors du foyer familial. Les parents ont énormément leur mot à dire en plus de ça. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont plutôt dans l'aspect sécuritaire. Ils recherchent plutôt des logements proches campus parce que les parents sont rassurés. Il va bien travailler, il va rester à côté de la fac, il va être là. Exactement, non, c'est clair, c'est clair. Et pas énormément de temps de trajet enfin, temps de trajet pour aller à son établissement. Donc, vraiment cet aspect rassurant, sécuritaire pour les parents. Du coup, après, il y a toute la cible plutôt 2e, 3e, 4e, 5e année. Qui ils sont plus forcément novices dans la ville, donc ils comprennent que malgré tout il y a d'autres choses à faire aussi, on a envie d'aller un peu plus vers les centres-villes, là où ça bouge un petit peu plus. Exactement, pour pas dire pour les sorties en boîte de nuit, en bar, pour tout ce qui est potes, ils vont plutôt s'orienter vers le centre-ville. Ok, donc là en fait par rapport au retour que tu as, il y a une vraie stratégie au niveau des étudiants justement, au départ proche fac. Donc moi c'est quelque chose que je préconise, donc ça recoupe pas mal de choses que j'évoque notamment là quand je parle des villes qu'on découvre, c'est le marché évidemment locatif autour des facs, c'est évidemment un marché étudiant qui est assez puissant, donc ça c'est très bien. Mais quand on arrive justement sur le centre-ville, ce que j'aime bien dire, c'est qu'évidemment il y a la grosse catégorie étudiants, comme tu l'as justement dit, qui vient après vers les centres-villes, en ayant toujours une liaison avec la fac, parce qu'il ne faut pas que ce soit une galère pas possible pour y aller. On peut aussi toucher après du marché de jeunes actifs, c'est pas le sujet du jour. Mais du coup, on est vraiment dans cette configuration-là aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je pense que, t'as raison, mais le propriétaire qui a un bien en centre-ville n'est pas dans une stratégie aussi rigide de se dire je ne veux que de l'étudiant ou du jeune actif. Bien sûr. En fait, il y a une rotation entre les deux profils, car ils recherchent à peu près le même bien et ils sont dans une situation relativement similaire et des envies, des aspirations dans une ville qui sont relativement similaires. Et le dernier point au niveau de la localisation, et c'est pas à négliger parce que les établissements investissent énormément dessus, c'est sur tout ce qui est étudiants internationaux. Aujourd'hui, c'est super intéressant. Ça. Exactement, et les étudiants internationaux, c'est vraiment une cible qui est en grande croissance en France. Elle est souvent négligée d'ailleurs, parce que c'est assez compliqué, on en parlera. T'as extrêmement raison. Aujourd'hui, t'as 7 étudiants sur 10 internationaux, bien entendu, qui disent avoir vécu une très mauvaise expérience locative en France, alors que c'est vraiment des top profils qui recherchent du plutôt haut de gamme, de la qualité, qui sont des très bons payeurs et qui aujourd'hui sont juste en attente de propriétaires qui acceptent de les loger. Alors là c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup il y a un mécontentement qui est évident, moi ça m'étonne pas du tout. C'est dû à quoi d'après toi? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Tu parles de propriétaires, je vais être très franc. Quand j'ai le cas, moi, c'est très compliqué que je prenne un locataire étranger. J'ai aucun souci avec ça. C'est plus pour une question de garantie. Donc il y a cette partie-là. Et est-ce que aussi peut-être l'étudiant étranger retrouve pas un niveau de prestation en termes d'équipement ou autre? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu as tout dit. Déjà, historiquement, il y avait cette barrière des garants. Naturellement, effectivement, un étudiant international n'a pas vocation à avoir des parents, enfin en tout cas des garants qui payent leur impôt en France. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien identifié et sur lequel on a travaillé avec les établissements. Aujourd'hui, en tout cas, on a monté une garantie financière qui est offerte au propriétaire lorsqu'il accueille un étudiant international. Ça, c'est super intéressant. C'est clair. Là, pour moi, ça c'est un truc, mais vraiment, c'est le top, quoi. Ça, c'est une super idée. Franchement, et du coup, là déjà, l'an dernier, on a quand même vu une amélioration, en tout cas des propriétaires qui n'étaient pas aptes à la base à accueillir des étudiants internationaux et qui ont rassuré par cette histoire de garantie. Exactement, c'est clair. Et puis le deuxième point, c'est t'es sur une génération qui a grandi qu'avec du Airbnb. Donc cette difficulté, mais ça se retrouve aussi malgré tout avec des étudiants nationaux. Non, c'est vrai. C'est cette difficulté de se dire que pendant 5 jours, en fait, j'ai une expérience de vie qui est juste incroyable, une expérience logement qui est incroyable. Et par contre, dès que je veux aller sur de la location 4, 5, 6, 7, 8 mois, qu'importe, et ben là, on n'arrive absolument pas à trouver ce niveau de prestation, alors que dans le même temps,
et ben en fait on paye un loyer qui est plus conséquent. En Ouais, tout cas, bien sûr. on a mis plus d'argent dans la location et c'est cette difficulté effectivement de ne pas retrouver ce même niveau de prestation. Mais ça c'est intéressant parce que du coup ça va un peu, bon, on le dit, hein, on parlait un peu en off, mais de cette espèce de professionnalisation en tant que particulier quand vous êtes multipropriétaire, que vous louez des logements ou même avec un simple logement, quand vous cherchez vos locataires, c'est-à-dire de proposer des choses. C'est pas forcément du haut de gamme, vous savez que je défends pas forcément le haut de gamme, mais un côté très adapté par rapport à l'étudiant, au locataire actuel. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait un peu du profil de l'étudiant. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu voulais dire quelque chose? Exactement, et je pense que ça fait bien la deuxième passe en tout cas avec qu'est-ce que recherchent les étudiants aujourd'hui. Aujourd'hui, un étudiant, il recherche un logement meublé. Ça, c'est une certitude, mais il ne recherche pas un logement meublé juste pour avoir le statut LMNP. Ouais, voilà. Ça, c'est bien de le répéter, hein. Je le dis souvent, et malheureusement, on le voit encore trop aujourd'hui. C'est clair, c'est clair. Et nous, on est vachement dans une... Enfin, ce qu'on aime bien dire, le mot qu'on emploie, c'est qu'ils sont surtout en recherche d'ultra meublé. Un logement ultra meublé, c'est quoi? C'est un logement qui est moderne, de qualité, sans forcément, exactement comme tu dis, c'est pas une nécessité d'investir dans du Roche-Beaubois, dans du ECA, peut très bien faire l'affaire. Complètement d'accord. Et juste ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir une expérience de vie importante. Et pour apporter une expérience de vie importante à son locataire, en fait, tu as pas mal de petits détails. Et c'est souvent ça qui fait la différence et qui coûte pas forcément le plus cher. C'est apporter des expériences de vie, c'est en fait faire plaisir à son locataire, comment créer l'effet waouh. Tu mets des comptes Netflix dans ta colocation. Tu peux mettre en fait une machine Nespresso. Tu peux mettre une PS4. Et en soi, c'est des petits détails qui font juste quelques centaines d'euros. Mais c'est vrai que la Nespresso, c'est un exemple qu'on a tous, mais c'est vrai que la Nespresso, moi ça m'arrive de les mettre dans mes meublés, c'est tout de suite un truc sympa parce qu'ils arrivent, ils font leur petit café, il y a des petites capsules, c'est des conneries, mais c'est quelque chose d'assez bien. Et après, en fait, on peut aller plus loin. Et là, du coup, toi, enfin vous ici, en tout cas toi, tu vois ça vraiment comme de l'attente aujourd'hui pour les locataires actuels. C'est vraiment quelque chose, je ne vais pas dire indispensable, c'est peut-être pas le mot, mais qui est vraiment en phase avec le marché actuel. C'est très en phase. Je pense qu'en plus, faire ce choix aujourd'hui, c'est hyper bénéfique, en tout cas dans la relation que tu vas nouer avec ton locataire. Parce qu'en fait, il a l'impression d'être respecté, il apprécie ton logement, tu vas le fidéliser. Comme on en a déjà parlé, les établissements, en fait, c'est un petit microcosme, mais comme on en rappelait, il y a un turnover important aujourd'hui. C'est super important, bien sûr. C'est ça te permet d'être dans les petits papiers de l'école, des locataires. Ils se refilent les bonnes adresses. Et ça vous évite la vacance locative, il voit un copain, il lui parle, mon propriétaire, ça vous évite de vous galérer. Je sais que vous êtes beaucoup de Parisiens à me suivre et qui investissez loin de Paris. C'est toujours un peu compliqué de gérer un petit peu les passations de locataires. Vous n'allez pas vous déplacer pour faire les visites. Et le bouche à oreille, c'est vraiment super parce que du coup, ça vous évite beaucoup de galères. Bien entendu. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Et puis après, faut pas le nier, et c'est aussi dû à cette hypermobilité. Quand un étudiant peut faire 5 expériences locatives durant son cursus et quand il reste 7 mois en moyenne, il n'a plus le temps de pouvoir acheter tous ses meubles. 7 mois après, il doit les stocker, il doit refaire ce processus. Donc effectivement, il arrive avec ses valises, il les pose, etc., etc. Il y a aussi un côté nécessité, et encore une fois, il y a aussi cet aspect Airbnb habitué à il y a un vrai parallèle qui se fait avec ça, absolument. Et d'ailleurs, Airbnb, on peut aussi faire une passe par rapport à ça, mais qui est plus globale. C'est plus par rapport à la consommation qu'ils ont sur le numérique. Aujourd'hui, ils consomment via des applications, Uber, Airbnb, etc. Et ils sont en recherche d'une expérience rassurante, une expérience utilisateur rassurante. C'est vrai que du coup, c'est vrai que quand ils cherchent un logement aujourd'hui, ils vont sortir un petit peu de choses qu'ils connaissent. Et c'est vrai que moi je suis toujours assez surpris de ça, et j'ai encore fait un changement de locataire là où on est encore avec ça de paperasse. Enfin, on sort quand même dans un truc qui est très à l'ancienne, et je peux comprendre que pour un étudiant aujourd'hui, il soit complètement hors de ça, quoi. C'est clair. Il perd complètement sa place par rapport à ça. C'est clair, lui il recherche une expérience utilisateur en tout cas qui est rassurant. Si tu dois faire le parallèle avec StudApart, c'est plutôt notre job en tout cas en interne. Mais il cherche aussi une communication rassurante avec ses membres. Être en confiance avec les membres qui font partie de cet outil, de cette plateforme. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qu'il y a aussi à faire, un travail qu'il y a aussi à réaliser avec les propriétaires, parce qu'effectivement, cette notion de confiance fait partie intégrante en tout cas du rôle et du côté une plateforme tiers de confiance, avoir confiance en la plateforme, avoir confiance en ses membres et savoir qu'on a un organisme en tout cas vers lequel se retourner en cas de souci. Bien sûr. Donc là, on a pu voir un peu qui était l'étudiant, qui était le locataire, ce qu'il recherchait.
Et maintenant, là, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu, en fait, le locataire, on n'en parle pas souvent, mais qu'est-ce qu'il peut attendre de son propriétaire? On est souvent à se dire, en tant que propriétaire, on est assez exigeant avec le locataire, on veut certaines choses. Qu'est-ce que tu penses du locataire? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre aujourd'hui de son propriétaire? Quelle est sa position et ses attentes? Carrément, je pense que ça c'est vraiment grâce à notre équipe support effectivement. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est un retour auquel on ne pense pas forcément. Clair. Je pense que le premier point, et c'est important de le rappeler, c'est la transparence. La transparence tout d'abord dans l'annonce, dans l'annonce que vous postez sur les portails, est-ce qu'elle reflète la réalité de votre logement. Encore aujourd'hui, il y a énormément d'annonces où il y a des photos de très mauvaise qualité. Ça c'est terrible. Un descriptif qui est très faible en termes de contenu, et en fait l'étudiant il n'arrive pas du tout à se projeter, ou encore pire, souvent ils sont très déçus quand ils arrivent dans le logement. Donc c'est très problématique pour eux parce qu'ils ont cette sensation en tout cas de s'être fait léser. Ça démarre mal. Exactement. Le rapport démarre déjà très mal. Et quand ça commence très mal, c'est assez difficile en tout cas d'avoir une location qui se passe bien. Carrément. Mais c'est pas que forcément sur le produit et l'annonce que poste le propriétaire, c'est aussi sur les conditions d'accès. Et ça, c'est vraiment lié au fait que les étudiants, ils sont en grande difficulté en tout cas pour trouver un logement. Toi, tu investis à Poitiers et tu t'en rends compte. J'allais rebondir à Poitiers, je vous en ai déjà parlé, mais je vous redonne un peu les chiffres. C'est 80 000 habitants, il y a à peu près 25 000 étudiants. Donc c'est l'enfer, ça fait plus de 20% d'étudiants, il y a une demande qui n'arrête pas d'augmenter. Forcément, des logements, c'est pas extensible et ils ont énormément de difficultés et je vais même dire ils sont assez frustrés, voire il y a certains propriétaires qui se comportent pas très bien. Donc ça va totalement dans le sens de ce que tu viens de dire là, absolument. Exactement, et je pense que même pour le propriétaire, cette transparence dans les conditions d'accès est en fait primordiale parce qu'aujourd'hui, là, le processus type, c'est l'étudiant, il va faire des copier-coller sur le Bon Coin par exemple et il va l'envoyer à tous les propriétaires parce qu'il n'y a aucune condition d'accès qui sont renseignées. Aujourd'hui, en tant que propriétaire, vous mettez en avant les conditions d'accès pour pouvoir aller dans votre logement, et ça va déjà créer un filtre avec les locataires. Mais même pour vous en tant que propriétaire, au bout d'un moment, pour ceux qui n'ont jamais investi, quand vous aurez votre premier bien, vous verrez, vous cherchez un locataire, vous allez vous retrouver avec 1 million d'appels, je sais pas combien de mails, vous allez passer un temps fou, donc c'est bien déjà un petit peu de filtrer, donc ça va dans les deux sens, c'est gagnant-gagnant cette histoire. C'est clair, et en fait, cette transparence est primordiale, et je pense que le deuxième point qui est assez important pour eux, et ça revient aussi un petit peu avec cette digitalisation, excusez-moi, c'est le fait qu'ils attendent de la réactivité. De la réactivité, tout d'abord dans les échanges, lorsque justement ils retrouvent un bien et ça fait exactement la passe avec par exemple la situation de Poitiers, tu as des étudiants qui mettent plus de 2 mois à trouver un logement. Aujourd'hui, quand en fait un propriétaire leur donne une réponse 1 jour et demi, 2 jours après, c'est problématique pour eux parce qu'ils ne sont pas fixés. Un an n'est pas problématique pour eux, ce qu'ils veulent c'est juste être fixés par rapport à ce logement et pouvoir avancer dans leur recherche. Après, c'est aussi de la réactivité dans la contractualisation, et ça, c'est vrai que c'est plus vrai pour le propriétaire parce qu'en fait, lorsque vous avez choisi un locataire, quand un propriétaire a choisi un locataire, grosso modo, c'est le seul moment où il perd la main dans la relation avec un propriétaire. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment super intéressant. Je veux bien, développe, excuse-moi de te couper. Non, mais c'est clair, et c'est ce côté où, en fait, faire preuve de réactivité dans la contractualisation, c'est important parce que les étudiants locataires, faut pas se cacher qu'ils ont plusieurs processus à la fois. Et en fait, plus vite vous allez réussir à contractualiser, à signer le bail avec le locataire, mieux ce sera parce que vous n'aurez pas à réenclencher un processus de location. C'est arrivé à tout le monde de se retrouver à avoir traîné un petit peu, passier de prix parce que il y avait d'autres choses en parallèle et vous vous retrouvez avec un locataire qui avait dit oui, qui finalement prend celui du voisin. Exactement. Vous vous retrouvez comme ça. Et en fait, comme tu dis, on perd la main à ce moment-là. C'est ça, et en fait vous avez passé 3 jours à penser que vous allez contractualiser et ça s'est pas fait. Du coup après ça va refaire 1 semaine pour retrouver le locataire et vous perdez du temps, et c'est surtout ce moment qui est relativement lourd à gérer pour le propriétaire parce que c'est 80 appels, 80 messages, trier les dossiers. Des visites à organiser, des choses à faire. Non, c'est sûr, c'est pas forcément le moment le plus agréable et là où on peut le mieux optimiser son temps, c'est clair. C'est clair, et je pense que le dernier point, c'est de la réactivité effectivement pendant la location. Ça, c'est primordial. Quand votre locataire a un problème, c'est plutôt de le prendre en charge de manière rapide. Et c'est surtout que cette attitude, en réalité, pourra vous être que bénéfique.
parce qu'encore une fois, ça fait que ça se passe bien avec un locataire, du coup vous l'avez fidélisé, lui il est en mesure de parler à un de ses copains, finesse, prends ce logement, ce propriétaire, il est juste franchement top. J'ai eu un problème, il m'a direct répondu, il a su m'accompagner dans mon problème et il a été hyper actif et en plus de ça son logement était juste incroyable. Ouais, puis il y a un vrai retour de confiance, moi je le dis souvent, on a un peu les locataires qui nous ressemblent en tant que propriétaires. Exactement. Et à partir de là, si on se comporte bien, que ce soit dans les relations humaines, mais que ce soit également dans on va dire sur votre rôle de propriétaire, je sais pas moi, le ballon d'eau chaud de pète, vous attendez pas 3 semaines pour pouvoir lui changer, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Évidemment, lui, en retour, va pas vous dégrader votre bien ou ne pas vous payer votre loyer et autres. C'est bien d'avoir un rapport gagnant-gagnant avec, voilà, en se comportant bien avec son locataire, le locataire se comportera bien avec le propriétaire. Et puis au-delà de ça, je pense que tu disais que dans ta chaîne, il y avait beaucoup d'investisseurs plutôt parisiens qui investissent en dehors de Paris. Absolument. Il y a des moyens aujourd'hui pour responsabiliser aussi ses locataires. C'est se dire qu'en fait, il a un budget de 200 € pour réparer quelque chose si ça casse ou pour acheter quelque chose s'il a un besoin. Et en fait, tous ces aspects-là, ça contribue aussi à l'expérience de vie que vous apportez à votre locataire. Et une certaine souplesse, une certaine relation de confiance. C'est clair, et c'est quelque chose qui vous rendra en tout cas généralement dans son attitude sur comment se passe la location. Ouais, il y a un côté très modernité aussi, d'évolution un petit peu de... On est dans une relation humaine, voilà, tout simplement, exactement. On est dans une relation humaine. C'est important de le rappeler parce que c'est vraiment c'est ce côté d'être valorisé, et vraiment je pense que voilà ce qu'il attend de son propriétaire aujourd'hui, c'est vraiment cette relation humaine. Que le bien soit effectivement bien raccord avec les images qu'on lui a montrées, qu'il y ait une preuve de réactivité, mais voilà, après je pense que c'est vraiment les gros points où aujourd'hui ils sont en attente, mais il y a énormément de propriétaires qui ont déjà cet état d'esprit. Bien sûr, non mais de plus en plus, et enfin moi je vous encourage à le faire, vous le savez, je vous en parle tout le temps, mais malheureusement on voit encore des personnes qui sont un petit peu à l'ancienne, qui font des choses qui pour moi sont plus du tout en phase avec le marché. Et du coup, là, on a parlé un petit peu locataire, propriétaire, un peu toute cette relation. Franchement, sur ça. Du coup, on va parler du marché. C'est clair. Et du coup, comment est le marché aujourd'hui? C'est quoi le marché, encore une fois, de la location étudiante? Qu'est-ce qu'on a comme concurrence? Comment faut se positionner? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit sur l'état du marché? Nous, ce qu'on voit, c'est que franchement, c'est un marché en pleine ébullition à tous les niveaux. Vraiment, ça, c'est un point qu'on identifie très clairement. Ouais. Le premier acteur qui fait bouger le marché, en tout cas, c'est les résidences étudiantes. Ouais. Historiquement, les résidences étudiantes, c'était pas un niveau de prestation hyper quali. C'était plutôt dans l'idée de se dire on a des étudiants, on n'est pas obligé de faire le maximum, mais en fait on est dans une société où il y a quand même toute cette e-réputation qui rentre en compte. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas viable pour une entreprise, pour une marque, en fait d'avoir des mauvais avis, de se rendre compte que ses clients ils sont juste pas satisfaits. Donc il y a un gros travail et une grosse prise de confiance. Donc là, il y a une vraie rénovation qui se crée aujourd'hui sur tout ce qui est résidence étudiante. Alors il y a déjà c'est un marché qui est en croissance de 10% par an. Donc il y a des résidences qui sortent de terre chaque année. Mais en plus de ces résidences qui sortent de terre, effectivement, il y a tout cet aspect de rénovation avec cette philosophie de se dire il faut apporter une expérience locative. On amène de la prestation. Exactement, expérience de vie, expérience locative. Et ça, c'est c'est vraiment la grosse phrase qu'ils ont en tête pour faire évoluer leur logement. Et du coup, le comportement, parce que là, pour ceux qui nous suivent, c'est principalement des particuliers qui vont vouloir investir, donc ils seront directement en concurrence. Si quelqu'un me dit, Cédric, aujourd'hui, je viens d'investir dans une petite surface, dans une ville étudiante, j'ai suivi les conseils, je vais sur un marché étudiant, du coup, je suis en concurrence avec ces établissements universitaires. Comment se positionner? Du coup, ça veut dire que ça va dans le sens de ce qu'on disait, amener peut-être de la prestation. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Est-ce que justement, au contraire, et moi c'est mon avis, ça va plutôt, à mon avis, dans le bon sens, c'est-à-dire que ça tire un peu les choses vers le haut. Exactement, moi je pense que ça va dans le bon sens. Et puis il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui on n'est pas dans une situation où l'offre de qualité est abondante et où les locataires sont en difficulté pour choisir lequel est le mieux parce qu'ils sont tous incroyables. On est déjà dans un marché où l'offre est inférieure à la demande. Bien sûr. Donc déjà c'est quand même quelque chose d'hyper important à comprendre et on n'est pas encore dans une situation où tous les logements sont à la hauteur des étudiants. Mais d'ailleurs sur tout ce qui est propriétaire particulier, on voit aussi un gros boom des investissements. C'est certain.
Le premier point, c'est déjà qu'on est dans un pays qui se décentralise. Ouais, donc, en fait, tu as les. J'aime bien que tu développes un peu ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure et je trouve ça super intéressant. Bah, en fait, tu es sur un marché, historiquement, les Parisiens, où c'est plutôt tous les internationaux qui achètent à Paris. Les Parisiens, eux, achètent plutôt dans les autres villes. Bordeaux, Lyon, Nantes. Vous êtes nombreux là-dessus, j'en fais partie. Etc. Et tu as tout cet aspect en fait de les Nantais par exemple vont aller acheter à Angers. Donc tout ça, ça redistribue les cartes. C'est pas forcément la même manière de faire l'immobilier. On est en fait plus forcément sur un marché local. On est sur un marché qui tend à se nationaliser en quelque sorte. Et puis il y a aussi un boom des investissements. C'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est les taux bancaires qui sont juste historiquement bas. Ça, c'est évident. T'as un peu plus de 70% des investissements qui ont été réalisés cette année qui ont été sans apport. Ouais. Donc c'est juste dingue. Ça c'est open bar, là je vous le dis toujours. Exactement. Franchement, faut pas hésiter, les taux remontent pas pour l'instant, donc faut en profiter. En fait, tu es dans une situation où la banque te dit tiens, je te donne du cash, utilise-le, investis. Avec l'inflation, ils nous donnent de l'argent. Faut en avoir conscience de ça, de la chance qu'on a aujourd'hui, vraiment. Exactement. Et puis en plus, combiné à ça, tu as quand même des régimes fiscaux qui sont juste des paradis fiscaux, on va pas se mentir. Non, c'est complètement ça. Exactement. Le LMNP, c'en est un. Ça peut faire rire, mais le LMNP, tu as quand même la capacité à minima de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans et si tu refais des travaux, de pas quasiment pas en payer pendant 20 ans. Donc c'est juste. Bien sûr. Et je le dis, le LMNP, je sais, excuse-moi de te couper 2 minutes, parce que j'ai tout le temps la question, est-ce que ça va être la fin du LMNP ou autre? On sait pas, c'est dans les tuyaux, à chaque fois on essaie de la raboter, voilà, c'est ce que j'allais dire depuis 20 ans. Donc on s'inquiète pas là-dessus, pour l'instant le LMNP ça fonctionne, c'est quelque chose que je préconise et qui est intéressant. Il y a plein de choses à mettre en place dans le LMNP, c'est pas le sujet du jour, mais vraiment voilà, aujourd'hui tu as totalement raison de souligner, tout ça c'est des choses qui doivent vous inciter à y aller. Et puis là il y a même des idées de se dire que si tu rénoves un appartement, tu auras des défiscalisations à quasiment hauteur de 25%. Enfin, tout cet aspect-là est hyper favorable à l'investissement et autre point hyper important, c'est l'accès à l'information. Je pense que tous, qu'importe qui on est, on se disait plutôt que l'immobilier était en fait quelque chose de réservé à des personnes de 50 ans qui ont réussi leur vie. Aujourd'hui, étant contribué, ça c'est clair. Je t'avoue, cette chaîne a été créée aussi pour ça, parce que moi je suis dans l'immobilier aussi professionnellement, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu quand j'ai commencé à investir, voilà, t'es blindé, t'es ci, t'es ça, mais en fait c'est pas ça du tout. Et je me suis dit, il y a une vraie, je vais pas dire éducation financière parce que c'est un grand mot, mais je veux dire, s'il y a un côté, il y a un manque de savoir là-dessus, et tu as totalement raison. On a l'image du retraité qui a ses 2-3 apparts et autres, mais c'est tellement plus ça aujourd'hui, quoi, à mon avis. Et je pense que effectivement cette ouverture de l'information redistribue forcément les cartes. Et ça revient un petit peu dans ce qu'on dit. Du coup, tu as tout aussi une vague d'investisseurs qui ont cette volonté de dépoussiérer. Avec une vision, bien sûr. Et qui ont une vision archi-moderne et qui mettent, en tout cas, qui contribuent à cette structuration du marché. Et autre point qui est moins accessible, en tout cas de prime abord, c'est vraiment que les capitaux internationaux, les acteurs internationaux ont ciblé la France et principalement sur le marché étudiant comme le marché à aller taper, parce que déstructuré historiquement, il y a tout à refaire au niveau des résidences étudiantes, un marché où l'offre est toujours inférieure à la demande, et surtout c'est le deuxième marché européen, donc en termes d'étudiants, avec une grosse volonté de l'État de pousser vers l'accueil des étudiants internationaux, entre autres. Donc ces trois acteurs, on va dire résidence nationale, particuliers et acteurs internationaux, ça fait juste que le marché se structure, le marché va changer à grande vitesse. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on est dans... tout change très vite aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a un vrai comportement des propriétaires à avoir, et ça faut vraiment en avoir conscience, parce qu'on peut plus se permettre, encore une fois on l'a dit plusieurs fois, mais je le répète, de laisser la table de la grand-mère, le lit de la tante et la table basse de je ne sais où. Aujourd'hui on est obligé d'aller dans une démarche un peu professionnelle, même pour les particuliers. Et ça, je pense que c'est intéressant. On en parlait tout à l'heure, mais moi, c'est vrai que j'ai une vision en tant que propriétaire un peu business, très business là-dessus. Toi, tu me parlais d'un autre terme, mais qui voulait dire un peu la même chose. C'était plutôt un regard un peu commerçant. Et je trouvais ça super intéressant. Du coup, je te laisse un petit peu développer ça. Et je trouvais sur le comportement du propriétaire carrément par rapport à cette concurrence. Nous, en tout cas, c'est notre vision chez Sudapart. Je ne sais pas si d'ailleurs vous la partagerez tous ici.
Mais oui, effectivement, on considère que vous êtes en réalité un commerçant. Complètement. Votre nom dit que vous n'êtes pas un commerçant parce que vous êtes loueur meublé en non professionnel. Ça reste juste. Mais en réalité, voilà, vous enregistrez une activité, vous Bien déclarez une activité, vous percevez un loyer contre une prestation. Donc, dans les faits, en réalité, vous êtes plutôt un commerçant et on aime bien prendre cette comparaison. C'est si on fait cette analogie avec le boulanger, par exemple, qui est en fait une vision, un comparatif très simple. C'est pourquoi vous allez dans cette boulangerie, pourquoi vous allez dans cette boulangerie et pas dans une autre. C'est vraiment sur le fait en fait de se dire que le produit est sympa, l'environnement de la boulangerie est cool et le vendeur, ou en tout cas la boulangère ou le boulanger, me fait un sourire et j'ai l'impression qu'elle s'occupe bien de moi. Et c'est quelque chose qui est hyper important en tant que consommateur. C'est en fait, on accorde de l'importance sur le fait qu'on ait notre sourire, que le produit soit bon et qu'en fait, quand on rentre dans cette boutique, on s'y sente bien. Bien sûr. Et sur la location en tant que propriétaire, c'est exactement pareil. C'est qu'est-ce qu'attend un locataire, que le produit, du coup, que votre logement soit sympa, que l'atmosphère dans ce logement soit bien et qu'en fait, la relation avec son propriétaire soit fluide. Et je pense qu'avoir cet état d'esprit justement de commerçant, d'apporter une prestation, permet pas mal de choses, mais hyper importante surtout pour 3 points. La première, c'est se vendre. La deuxième, c'est pouvoir être en capacité de s'adapter. Et le troisième point, ça reprend exactement ce que tu disais, c'est cette capacité de se professionnaliser. Mais je pense que c'est important, et surtout par rapport à toute la concurrence que tu évoques, et ça va aller encore une fois, on insiste très très vite. Donc faut pas rater le wagon et être vraiment dans cet état d'esprit, je pense que c'est vraiment primordial, et surtout si vous voulez enchaîner les biens et être multipropriétaire, parce qu'il y a un vrai process à mettre en place. Exactement, aujourd'hui faut pas se mentir, même avec votre produit, même si aujourd'hui vous offrez peut-être une prestation supérieure au marché, vous êtes quand même dans un milieu concurrentiel. Bien autour sûr. de vous. Absolument. Et dans n'importe quelle ville, vous avez d'autres propriétaires qui veulent louer à cet étudiant ou à X, Y, qu'importe, ou aux jeunes actifs. Donc, bien entendu, il faut se différencier par son produit, par son logement. C'est ce qu'on disait, c'est faire plutôt de l'ultra meublé, apporter une expérience de vie, c'est les détails, c'est le compte Netflix, c'est ces petits points en fait qui font en sorte que quand un potentiel locataire, il aura fait 15 visites et qui tombe dans votre bien, il se dit juste c'est celui-là que je veux pas un autre. Mais c'est pour ça que c'est intéressant là qu'on ait un petit peu balayé tout ça, parce que ça permet de voir à qui on a affaire aujourd'hui, et je pense que ça les gens ils pensent pas assez quand ils proposent des logements, et encore une fois les étudiants sont une énorme cible quand vous faites de l'investissement locatif, et on a tendance à pas prendre le recul à penser à tout ça. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle aujourd'hui, parce que je trouve ça hyper intéressant, on n'en parle pas assez. Le premier contact que tu as avec ton locataire, dans tous les cas, c'est sur le net, c'est via ton annonce, donc il est hyper important de savoir te vendre ton bien, le détailler pièce par pièce, ne pas hésiter à bien détailler, prendre des photos de qualité, et nous on dirait même plus des photos en situation. Donc quand tu as la table, tu mets la table, ça donne plus envie. Détailler le quartier, parce qu'en fait tu es sur des profils qui ne connaissent pas leur lieu de vie, enfin en tout cas ce que peut leur offrir la ville, et se vendre aussi toi en tant que propriétaire, qui tu es, quelles sont tes aspirations, et quelle langue tu parles, etc. Et ça, c'est intéressant, c'est une vraie vision, je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose de... Je pense qu'en tout cas, ça permet de se différencier, et ce qui permet en fait de te vendre et de te rendre plus attractif en tout cas auprès des locataires. Le deuxième point, c'est que cet état d'esprit de commerçant va te donner la possibilité de t'adapter, et il faut bien rappeler que c'est des projets sur le long terme, t'empruntes sur 20-25 ans. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément vrai demain. Il y a une adaptabilité à avoir, bien sûr. C'est clair, il y a 10 ans, Facebook n'existait pas, et il y a un vrai monde avant Facebook, et après Facebook, on le veuille ou non, ça c'est certain. C'est tout à fait vrai. Et nous, ce qu'on préconise, et ça revient un petit peu avec l'ultra meublé, c'est d'avoir des logements hybrides. Aujourd'hui, l'ultra meublé te permet d'avoir justement un logement hybride, d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Tu peux l'année 1 louer sur 9 mois un étudiant locataire. Après, tu peux toucher un professionnel en mobilité. Tu peux retourner sur un jeune actif. Tu peux faire de la courte durée, de la moyenne durée, de la longue durée. Tu as totalement raison. Donc ça apporte vraiment de la résilience, en tout cas à votre projet, je pense, à votre activité, toujours dans cet état d'esprit de commerçant. Et le dernier point, c'est se professionnaliser. Et effectivement, c'est être professionnel dans la gestion de ton bien. Aujourd'hui, tu n'as pas vocation à passer 3 heures par jour sur ton bien, c'est pas le but, c'est pas pour ça que tu as investi. Donc te professionnaliser dans la gestion, c'est hyper important.
de constituer une équipe autour de ton bien sur lequel tu peux te supporter. Un réseau sur place, hein, je vous en parle souvent, ça, avoir ce qu'il faut pour pouvoir être le plus réactif possible. Et je pense que tu as totalement raison, mais dès que tu deviens multipropriétaire, tu es obligé de passer un step au niveau de l'organisation et ça te permet aussi de pouvoir te réinventer, d'avoir la capacité à un moment de réinvestir pour des travaux, il y a une vraie vision à avoir sur le long terme quand tu es multipropriétaire. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas, cet état d'esprit de commerçant aujourd'hui apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Oui, c'est indispensable, c'est super intéressant parce qu'on est complètement en phase de ce point-là. J'insiste vraiment là sur le contenu que vous avez dans cette vidéo parce que c'est des sujets sur lesquels on n'appuie pas assez, on rentre pas dans le détail. Là, on a vraiment pris le temps de faire une vidéo, Benjamin a pris du temps également et vraiment merci encore de ta disponibilité pour vraiment rentrer sur le sujet de l'allocation étudiante qui pour moi est vraiment primordial, c'est vraiment une niche que j'adore et si vous me suivez, vous le savez. Avant de conclure, je voudrais te poser une dernière question. C'est quoi, quelle est la mission pour Studapart? Comment on peut vous retrouver? Enfin voilà, de conclure un petit peu là-dessus. Carrément. Alors la Bible un petit peu qu'on dit, en tout cas notre vision pour les propriétaires, c'est vraiment ce côté Studapart doit vous permettre de valoriser votre temps, parce que le but c'est pas de passer 3 heures dessus. Comme tu disais, le sérieux, parce qu'en fait on se rend compte que tous les propriétaires ne travaillent pas de la même manière et qu'un propriétaire qui travaille bien, on doit le mettre en avant parce que c'est un bon propriétaire en quelque sorte. Et le dernier, comme dans toute démarche entrepreneuriale, c'est de pouvoir optimiser vos revenus parce que le but derrière tout ça est malgré tout de se créer un patrimoine, d'être rentable et de pouvoir accumuler des richesses. Et du coup, le dernier point, comment nous retrouver? Aujourd'hui, on a monté un groupe Facebook. Du coup, je pense qu'on pourra mettre le lien dans la description. Vous allez dans la description. Et l'idée, c'est aussi un petit peu de vous tenir informé, de vous mettre des insights de Studapart, mais surtout aussi pouvoir vous faire participer dans la construction du produit Studapart, parce que c'est clairement ça. C'est ensemble qu'on pourra créer l'outil, le service de location moyenne et longue durée de demain. C'est avec des personnes qui partagent la même vision et qui ont cette volonté de faire bouger les choses. Merci Ben en tout cas pour cette vidéo, c'était un grand plaisir et merci pour ton temps parce qu'on t'as apporté beaucoup de valeur à ma communauté. Dernière petite chose avant de conclure, dans les commentaires n'hésitez pas à mettre vos questions autour de la location étudiante. On fera une seconde vidéo avec Ben, une vidéo FAQ qui sera exclusivement sur mon Discord et on prendra le temps de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc n'hésitez pas. En attendant, je compte sur vous pour mettre des pouces bleus et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, ciao.